Bonjour et merci Jean-François de nous donner la parole aujourd'hui. Je vais assumer mon rôle d'avocat et faire du juridique, c'est pas toujours un gros mot. Et si Jean-François me permet de reprendre la métaphore jardinière, je vais essayer de présenter la manière dont la DSP2 et d'autres textes organisent la transition du jardin à la française qui était les paiements vers un jardin à l'anglaise, à l'apparence foisonnante, mais où chacun a sa place et où l'organisation joue un grand rôle. Donc, parmi les apports de la DSP2, le principal, et vous en conviendrez ici, c'est la reconnaissance d'un statut à des nouveaux acteurs, alors nouveaux entre guillemets, puisque c'est des acteurs qui rentrent dans la sphère réglementaire, mais qui proposent des services aujourd'hui existants, aujourd'hui sur le marché. Ces acteurs, parmi les TPP, on a cité tout à l'heure 3 TPP, et 2 sont nouvellement réglementés. Ce sont les PISP, les prestataires d'initiation, et les AISP, les prestataires d'information. Les prestataires d'initiation, ils vont avoir à partir du 13 janvier 2018 un statut officiellement d'établissement de paiement avec une procédure d'agrément simplifiée. Et les AISP, eux, sont soumis à déclaration auprès des régulateurs sans avoir le statut d'établissement de paiement. La France est un petit peu en avance, est à l'heure pour une fois sur la transposition de la DSP2 et un petit peu en avance sur la transposition de notre texte, qui est la directive AML4, et a déjà précisé expressément quel statut serait applicable à ces TPP en termes de lutte contre le blanchiment. Et on sait que les PISP seront placés dans la sphère réglementée blanchiment parce que ce sont des entités assujetties, mais bénéficient tout de suite d'une dérogation parce qu'on considère que les services qu'ils fournissent sont des services à faible risque en matière de lutte contre le blanchiment. Les AISP, par contre, ne sont pas placés dans la sphère AML et le texte le prévoit expressément, qu'il s'agisse d'AISP qui ne fournissent que ce service, donc qui sont soumis uniquement à la déclaration, ou qu'il s'agisse de prestataires agréés tels que les établissements de paiement, de monnaie électronique ou de crédit qui fournissent un service d'AISP. Pour ce service spécifiquement d'information, ils n'ont pas d'obligation AML et donc notamment pas d'obligation d'identification du client, ce qui d'un point de vue commercial est le frein principal des obligations AML. Donc comme je le disais, ces nouveaux acteurs offriront des services qui aujourd'hui existent et doivent donc s'intégrer dans l'écosystème existant avec, donc à l'égard du client, en multipliant les offres qui sont accessibles aux clients, à l'égard de leur teneur de compte, en se connectant au compte de leurs clients, et probablement entre eux également, puisque un initiateur de paiement pourrait vouloir faire de l'agrégation ou offrir un service complémentaire d'agrégation inversement. La DSP va... La DSP organise cette interconnexion et ces interactions entre les opérateurs, qui est un enjeu de concurrence au profit du consommateur, mais aussi au profit du marché, pour faciliter, pour réduire les distorsions de concurrence entre acteurs et cross-border et encourager les usages. Donc, la DSP2 organise cette interconnexion par l'accès au compte. Alors c'est un accès au compte général qui bénéficiera surtout aux prestataires d'initiation, et c'est aussi un accès aux données du compte qui est un peu plus précis dans la DSP2 et dans les textes conséquents, et qui encadre l'accès aux données issues de la relation banque-client, donc l'identification, le nom, le numéro de compte, et aussi aux données de transaction utiles notamment aux agrégateurs. Seul un certain type de données, désignées comme données sensibles de paiement, ce qui est un peu confusant dans un contexte de réglementation des données personnelles également, mais les données sensibles de paiement, elles, bénéficient d'un encadrement supplémentaire, notamment sur le traitement et le stockage, surtout, qui est plus limité. La DSP2 organise également la répartition des responsabilités pour couvrir et pour savoir de quelle manière est-ce qu'on couvre notamment le risque financier en cas de fraude ou de compromission des données, sachant que ce risque,
Ce risque financier s'additionne pour les opérateurs et les teneurs de compte à un risque d'image. Les établissements qui sont aujourd'hui teneurs de compte ont construit une relation de confiance avec leurs clients. On bénéficie, au moins en France et sur le moyen de paiement principal qu'est la carte, d'un très faible taux de fraude. Et les teneurs de compte ne veulent pas aujourd'hui prendre le risque de voir cette confiance entre leurs clients PSU et eux-mêmes atteinte par les activités des TPP. D'autant que le teneur de compte reste en application de la DSP2 le principal contact du consommateur, enfin du client en cas de fraude. C'est la première entité responsable d'une opération non autorisée ou mal exécutée. Et il reviendra ensuite à ce teneur de compte de se retourner dans un cadre extra-contractuel contre le TPP. Donc la DSP2 prévoit une action récursoire de principe. Le TPP est responsable de sa prestation et le teneur de compte peut lui demander des comptes, sans pour autant prévoir d'encadrement contractuel, ce qui pose plusieurs questions, on le verra, et notamment des questions de règlement des différends, savoir qui est l'entité qui est compétent en matière de règlement des différends, comment va s'organiser le recouvrement, dans quel délai, et si on est dans des délais de droit commun, un teneur de compte va se retrouver à rembourser son client beaucoup plus rapidement que ce qu'il va pouvoir recouvrer les comptes, ou en tout cas avoir la responsabilité du TPP reconnue en cas de difficulté. Ça, c'est ce qu'a organisé la DSP2. Ensuite, la DSP2 prévoit l'organisation de l'interconnexion et de l'interaction entre les acteurs, mais avec une approche normative assez originale, en confiant des compétences importantes à la BE, donc aux superviseurs européens, et indirectement aux superviseurs locaux. La DSP2 prévoit en effet que la BE prendra deux séries de textes. Les guidelines, qui n'ont pas nécessairement de valeur réglementaire, mais seront en tout état de cause suivis, et je passe rapidement là-dessus. Et surtout, les Regulatory Technical Standards, qui ont été rédigés par la BE en collaboration avec les superviseurs locaux, en collaboration avec le marché, puisqu'il y a eu des consultations longues et diverses sur le contenu, les principes des RTS et les contenus des RTS. Donc ces RTS sont rédigés par la BE, proposés par la BE à la Commission et adoptés par la Commission européenne pour leur donner une valeur réglementaire. Mais on a donc un texte avec une valeur réglementaire qui a été rédigé par un superviseur, alors que les superviseurs, d'habitude, réservent leur position et ne font qu'interpréter des textes qui ont été pris par le législateur ou le régulateur. Les RTS, je l'ai dit, les plus importants, c'est celui, de notre point de vue, ce sont ceux sur la sécurisation, l'authentification forte et la sécurité des communications. Ce sont eux qui vont essayer d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui que connaît aujourd'hui le client avec son prestataire teneur de compte. La philosophie des RTS aujourd'hui, c'est de généraliser l'authentification forte, avec tout de même, et notamment pour des sujets de fluidité et donc des sujets commerciaux, un nombre d'exceptions assez important, qu'il s'agisse d'exceptions sectorielles, d'exceptions en valeur, les faibles paiements sont toujours traités plus facilement, ou en fonction des taux de fraude, si on est capable de prévoir un taux de fraude très bas sur l'instrument, on peut s'exonérer d'authentification forte. Les RTS prévoient aussi une interconnexion, rappellent le principe de l'interconnexion, qui est techniquement à la charge du teneur de compte, et prévoit que celle-ci sera sans coût pour le TPP qui voudra se connecter. Ces RTS sont
encore aujourd'hui, malgré tout le travail qu'a fait la BE et les échanges qu'il y a eu avec la Commission, sont encore sujets à discussion et sont encore sujets à éventuellement difficultés. On l'a dit, il y a un sujet de coût, en l'absence de contrat entre les prestataires, entre les teneurs de compte et les TPP. Les teneurs de compte ne vont pas facturer d'accès. Il y a un sujet de sécurité et surtout, il y a un sujet de... En tout cas, tout de suite, il y a un sujet de délai. On attend des teneurs de compte qu'ils assurent cet accès et techniquement, même si ce n'est pas prévu par la DSP, c'est l'API qui semble être le meilleur moyen d'assurer un accès généralisé de tous les TPP à tous les teneurs de compte. Cependant, c'est un moyen technique qui est difficile à mettre en œuvre, qui est long à mettre en œuvre. Et tous les teneurs de compte ne sont pas au même niveau de préparation sur ces API. Les RTS, quant à eux, ne sont pas encore... sont peut-être définitifs, mais ne seront pas publiés du fait de très longs échanges entre la BE et la Commission qui se sont disputés en des termes très diplomatiques, mais tout de même virulents, par voie de courrier public sur les amendements proposés par la Commission. Il en résulte qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation assez originale où la France et beaucoup d'autres États européens ont transposé la DSP2 ou sont prêts à la transposer. Certains transposent aussi les directives AML, de sorte qu'au 18 janvier, à partir du 18 janvier, virtuellement, de nouveaux acteurs peuvent se faire agréer par les superviseurs et intervenir dans un cadre maintenant légal et encadré en connexion avec les teneurs de compte. Cependant, on ne sait pas techniquement comment ils peuvent se connecter et s'ils peuvent maintenir, alors en principe, normalement ils le peuvent puisqu'il n'y a rien qui l'interdit, maintenir leur pratique actuelle qui est celle du web scrapping et qu'on a évoquée. Alors, la France étant en avance, on a été informé par le marché d'une initiative française. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres en Europe, mais comme pour d'autres sujets, ça pourrait faire tache d'huile, dans le cadre de la transposition de la DSP2. Alors, je vais revenir un petit peu au juridique et même à la légistique. La France a fait le choix de transposer la directive par ordonnance. Donc, le législateur a donné compétence au gouvernement pour rédiger les textes. Le gouvernement a pris une ordonnance en août qui prévoit la modification notamment du CMF et d'autres textes liés. Il y a eu des décrets qui ont été publiés derrière pour modifier la partie réglementaire du CMF, mais l'ordonnance doit encore être validée par l'Assemblée. Et on attend donc une loi de ratification de l'ordonnance pour valider définitivement la transposition de la DSP2. Et à l'occasion de la discussion de cette loi de transposition, il a été proposé que cette loi prévoit la prise d'un décret, donc à rédiger à nouveau par le gouvernement, qui encadrerait la période transitoire entre le 13 janvier 2018, l'entrée en vigueur de la transposition de la DSP2, la création, la reconnaissance de ces nouveaux statuts, et une date encore indéterminée qui est l'entrée en vigueur des RTS. Celle-ci, les RTS devant entrer en vigueur 18 mois après leur adoption. Donc au mieux au printemps 2019 ou à l'été 2019. Et ce qui est aujourd'hui envisagé dans le cadre de la loi de transposition et de ce projet de décret, c'est d'imposer au TPP d'utiliser l'API qui sera mise à disposition des banques et de renoncer au web scrapping à partir du moment où l'API sera disponible au profit des TPP à iso-fonctionnalité par rapport au web scrapping. Donc en d'autres termes, à partir du moment où l'API permettra l'accès aux mêmes données et dans les mêmes, avec la même fluidité que ce qu'on pratique. Alors, il y a beaucoup de réactions. Même données que la banque en ligne. La DSP2 réduit les données au compte de paiement, spécifiquement au compte de paiement. C'est pas les mêmes données. Ouais. Donc à partir du moment où l'API permettra un accès à certaines données définies
un peu en dessous de la banque en ligne, mais en tout cas aux données du compte de paiement, les TPP ne pourraient plus recourir au web scrapping. Alors, c'est à notre connaissance encore en discussion, mais ça prouve en tout cas qu'on a, à un moment où on pensait avoir beaucoup avancé et voir la fin de la transposition, finalement la reconnaissance du statut et de ces nouveaux services et leur inscription dans les textes. On a encore des discussions juridiques pour quelques semaines ou mois et donc encore un impact technique possible. Merci.